avec son cœur et sa pitié, sa divination de bonté. Elle va d'elle-même à la médication. Entre les malades et l'enfant, il est fort peu de différence. À tous les deux, il faut la femme. Elle rentrera dans les sciences et y apportera la douceur et l'humanité, comme un sourire de la nature. L'anti-nature pâlit, et le jour n'est pas loin où son heureuse éclipse fera pour le monde une aurore. Le bien fondé de l'entreprise de Michelet, selon moi, réside dans sa tentative de rendre la sorcière à la complexité, pour ainsi dire archéologique, de ses couches sémantiques multiples. Mais deux sont principales. La sorcière est d'abord une génération spontanée, dit Michelet. À son apparition, la sorcière n'a ni père, ni mère, ni fils, ni époux, ni famille. C'est un monstre, un aérolithe venu d'on ne sait où. Elle est née de la féminité naturelle. Mais elle est née aussi du temps des désespoirs, du désespoir profond que fit le monde de l'Église. Je dis sans hésiter, la sorcière et son crime, page 36. Elle est donc fille de la féodalité et plus exactement du servage, et d'un côté et de l'autre, fille de la nature parce que femme. Et donc surmonter la contradiction de ce statut de la sorcière, c'est toute l'entreprise de Michelet qui crée un grand mythe de rédemption de la sorcière, en ordonnant le devenir des sorcières en un drame en 3 actes. À l'origine, dans l'état de nature, la sorcière est femme et la femme est tout. Puis elle perd tout sous les coups du christianisme qui est l'anti-nature et dans le Moyen-Âge finissant où triomphe la haine des prêtres et les méfaits de la féodalité. Mais 3e acte, la modernité restitue la vraie nature de la nature par la science et la vraie nature de la femme par son émancipation. La sorcière peut disparaître, remplacée par la médecine et la science qui connaît l'immuabilité des lois de la nature. La femme reste comme la fée des temps nouveaux et Satan est réhabilité comme esprit de révolte et d'insoumission, esprit de conquérant et de progrès qui va toujours plus loin. Si on fait abstraction de la sorcière prêtresse et gardienne des lieux, qui est une invention romantique liée au mythe du matriarcat, on voit que Michelet relie 3 ordres de phénomènes ou de problèmes qui sont de nature, d'origine sociale et de temporalité très différents, comme l'a montré la recherche contemporaine que je voudrais évoquer pour conclure. Il faut, selon moi, mieux distinguer ce dont Michelet a forcé le rapprochement. Il y a d'abord les problèmes de la sorcière et du sorcier du village, qui est un phénomène spécifique des sociétés rurales et populaires, au moins depuis le néolithique, et qu'on trouve encore de nos jours dans certaines régions. Il y a les problèmes de la diabolisation de la sorcière à la fin du Moyen-Âge et des grandes persécutions qui n'ont pas lieu au Moyen-Âge, justement, de sorcières, mais après le Moyen-Âge, à la fin du XVIe et surtout au début du XVIIe siècle, qui sont parties des élites de la société occidentale et sont une des premières formes modernes de terreur qui est revenue sous bien d'autres formes depuis. Il y a enfin le problème du devenir de Satan dans la haute culture de la modernité romantique. Que la condition des femmes soit impliquée et compromise par ces 3 sortes d'événements, c'est une évidence que le génie de Michelet a su voir. Mais ça n'est pas la femme, en tant que femme, qui est la cause de la nature profonde de ces événements qui tiennent à bien d'autres phénomènes. Et donc je voudrais évoquer, pour finir, quelques recherches plus récentes sur les problèmes de la sorcellerie. Je ne dirai pas le bien que je pense du livre de Michel de Cerceau sur la possession de Loudun, car vous pourriez m'accuser de continuer le complot des jésuites contre Michelet. Mais comme Michelet l'avait ressenti, ou pressenti, c'est de l'ethnologie moderne, née de la littérature de voyage, qu'est venu le renouvellement complet de l'approche de la sorcellerie. Et là, le marqueur de ce changement, qui fait époque, est la parution en 1937
d'un livre en anglais, Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande, d'Edward Evans Pritchard, traduit en français en 1972, Sorcellerie, oracles et magie chez les Azandais, qui est une population nilotique du Soudan anglo-égyptien de l'époque. Bon, je ne vais pas vous faire une conférence maintenant sur Evans Pritchard, mais je vais souligner quelques points très très importants. La première chose, c'est qu'il rompt avec le présupposé évolutionniste que, ça c'est dans le langage des ethnologues, l'évolutionnisme, c'est la croyance qu'il y a des institutions, des croyances, des pratiques qui ont une forme à un âge, qui ont une forme suivante, mais qui suivent une évolution qui est téléguidée et qui, dans le cas de la sorcellerie, serait une évolution vers la disparition de la sorcellerie. Que la sorcellerie est une croyance aberrante, liée à un âge obscur, à des populations arriérées, et qu'elle est condamnée à disparaître. Contre ce présupposé évolutionniste, qui n'est pas neutre, vous voyez, qui prend parti, Evans Pritchard défend une position fonctionnaliste. C'est-à-dire, il étudie la sorcellerie d'abord dans son contexte, où, dit-il, si la sorcellerie est là, c'est qu'elle a une fonction, elle sert à quelque chose. Quoi? C'est ce qu'il faut trouver. C'est le travail de l'ethnologue, mais elle sert à quelque chose. Donc, substitution d'un point de vue fonctionnaliste à un point de vue évolutionniste. Il faut ensuite, dit-il, l'étudier sur un terrain bien défini. C'est ce qu'il fait en prenant une population africaine qui baigne dans la sorcellerie. Et Evans Pritchard montre que la vision du monde et du monde social des Azandais est polarisée par la sorcellerie, qu'elle opère jusque dans les pratiques de langage, comme la sansa, qui est la pratique du double sens dans la conversation. On ne nomme jamais directement les problèmes de sorcellerie, on en parle toujours en double sens parce qu'on ne joue pas avec le feu. Et parler du diable, ça le fait venir, même s'il n'y a pas de diable dans cette sorcellerie-là. Et donc, ce qu'il dit, le Zandé attribue tous ses malheurs à la mauvaise volonté des autres. Ce n'est pas simplement qu'il les croit mal intentionnés à son égard, mais il estime que cette mauvaise volonté, en raison de son pouvoir d'ensorcellement, est la cause de tous ses malheurs, de ses maux et de ses peines. Dans un autre ouvrage, il montre très bien que la sorcellerie est pleine de rationalisme, comme aurait dit Mauss. Elle répond à la question, non pas pourquoi il y a du mal dans le monde, mais pourquoi le mal m'arrive. Pourquoi le mal arrive à telle ou telle personne? Pourquoi à moi? Dans un autre ouvrage, je vous disais, il en donne un exemple extrêmement parlant. Si un homme meurt écrasé par la chute du plancher du grenier à 1000, sous lequel il faisait la sieste, tout le monde, et les Africains les premiers, comprennent que c'est parce que le plancher était mangé par les termites et qui s'est effondré au moment où il est allé faire la sieste sous le... Mais à côté de cette explication empirique par les termites qui ont mangé le plancher, la sorcellerie intervient pour expliquer que le plancher est tombé justement au moment où l'homme dormait dessous. C'est cette coïncidence qui ne peut être un hasard que la sorcellerie assume pour en rendre compte. C'est que l'homme a été victime d'une malveillance voulue. La sorcellerie n'agit pas au hasard ou sans dessein, mais c'est une attaque d'un homme contre un autre qu'il déteste, écrit-il. Enfin, comme la société zandée est une société de paysans dominée par une aristocratie, elle-même régie par une royauté et une société de cour, en particulier par la pratique de l'oracle du poison, d'une ordalie pour détecter les sorciers réservés au pouvoir royal, la sorcellerie y est intégrée au système de gouvernement et de contrôle social comme une institution adjuvante de la monarchie et du maintien de l'ordre. Elle est au service de l'ordre établi. Donc voilà une société où la sorcellerie est normale, est courante et intégrée comme une institution. Ce travail fondateur d'Evans Pritchard a directement inspiré le remarquable travail de terrain de Madame Favre-Saada, son classique « Les mots, la mort et l'essor », consacré à l'étude de la sorcellerie dans le bocage du nord de la Mayenne et du Domfronté, qui est mon pays. C'est pour ça que je me suis intéressé aussi au sujet qu'étant du Domfronté et né à Domfront, comment ne pas s'intéresser ni aux fraudeurs ni aux sorciers.
et qui est à la base de toutes les études de terrain sur le sujet. Elle y montre une sorcellerie active, contemporaine, mais sans sorcière. Car dans le bocage, la sorcellerie est une affaire d'homme. C'est le chef de famille qui est la victime, c'est un homme qui est l'annonceur, qui vient lui dire « il y a une histoire de sorcellerie », c'est les hommes qui sont les contre-sorciers ou des envoûteurs, et c'est toujours un sorcier qui envoie le mal. Alors là, il y a une petite spécificité du bocage de ma région que je n'ai pas d'explication au fait qui déroge à la loi que pose Michelet, qu'il y a 1000 sorcières pour un homme. Enfin, et elle confirme que la sorcellerie, dans le bocage normand comme en Afrique, est une institution de réponse au malheur et au malheur en série qui assume la question laissée sans réponse par la religion ou la science, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Mais la sorcellerie est dangereuse car elle répond en accusant. La sorcellerie accuse un sorcier qui éventuellement n'existe pas, mais dont on croit qu'il existe. Et donc la sorcellerie est une pratique dangereuse parce qu'elle manipule l'accusation, et d'une façon non contradictoire, évidemment, à la différence d'un procès devant une cour. L'analyse de Favre-Saada confirme le caractère entièrement immanent, humain, mais aussi amoral de la sorcellerie. Car il n'y a pas de différence entre un sorcier et un contre-sorcier. Ils ont les mêmes pouvoirs et éventuellement la même méchanceté. Mais sauf que le sorcier, c'est celui qui m'en veut, alors que le contre-sorcier, c'est le bon puisque c'est celui qui me défend. Donc la sorcellerie est profondément amorale. Elle est purement positionnelle. Un sorcier puissant est très bon s'il est votre allié, mais il est très méchant et très nuisible s'il est votre ennemi. Donc la sorcellerie, c'est le domaine de la politique pure. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de morale. C'est de la politique pure. Mais c'est la politique du malheur. Et comme c'est la politique du malheur, c'est la politique qui accuse. L'historien Robert Muchenbled, dans La sorcière au village, 15e, 18e siècle, paru dans la collection Archives en 1979, a confirmé la pertinence historique de ces analyses. Il montre que les villages de l'ancienne France avaient presque tous leurs sorciers ou leurs sorcières qui étaient cause du mal et qu'on recourait à ceux du village d'à côté pour se protéger et se guérir. Ainsi fonctionnent à une époque dominée par d'atroces difficultés, les guerres de religion, les famines, les fléaux de toute espèce, les épidémies. Le début du XVIIe siècle, c'est le pire siècle de l'histoire européenne. La guerre de 30 ans en Allemagne, les guerres de religion en France, la naissance de l'absolutisme, etc. C'est la pire époque de l'histoire, pire malheur populaire. Ainsi fonctionne à une époque dominée par d'atroces difficultés et continue parfois à fonctionner de nos jours, un système magique qui cristallise les peurs humaines sur la sorcière locale et qui évacue ces mêmes peurs par le recours à des guérisseurs extérieurs. Les paysans imaginent un sorcier ou une sorcière traçant un cercle magique sur leur territoire et en provoquant ainsi l'invasion par des forces menaçantes. Ils s'en prémunissent en demandant à un spécialiste de leur désigner l'ennemi inconnu, puis de le combattre en lui ravissant sa puissance surnaturelle. Et donc, maîtres de ce sacré omniprésent, les sorciers, les devins, les guérisseurs, les désenvoûteurs dansent un infini ballet, écrit-il, celui de la lutte pour la survie au sein d'une nature que l'homme ne domine pas techniquement. En l'absence de sauveurs, de recours, de secours, de sécurité physique et psychologique, les paysans pensent magiquement le monde et ses drames, ce qui leur évite le désespoir total et les aide tout simplement à vivre. Et donc vous voyez que l'univers des paysans et de leurs sorciers est très éloigné de l'innocence rêvée de la nature par Michelet, qui est bien un Parisien, qui n'a jamais vu un paysan de près. Autant le christianisme avait craint, haï la nature, autant ceci, dit-il, les populations rurales l'aimèrent, la crurent innocente, la sanctifièrent en la mêlant à la légende. Ben, vous savez, un paysan qui voit ses récoltes détruites, qui voit des armées qui viennent violer sa femme et sa fille, et puis qui voit son bétail mourir, etc., d'épidémie, il ne croit pas à la nature innocente.
le paysan n'inspire pas à l'impossible de sortir de cette guerre entre les forces de vie et les forces de mort, mais seulement à s'y maintenir par un équilibre de forces favorable à sa survie. Or, l'équilibre de cette vision du monde magique se brisa, ajoute Muchenbled, entre 1560 et 1680. Pour l'essentiel, le sorcier devient alors la cible d'une persécution d'une rare violence. Il n'avait pourtant pas totalement perdu ses fonctions, pas plus que le désenvoûteur, cette autre face d'une même personnalité de magicien rural ambivalent. Mais les élites culturelles et sociales avaient décidé l'éradication de toutes les superstitions paysannes, appelant désormais démoniaque ce qui relevait pour les villageois d'une conception magique et animiste de l'existence et désignant un bouc émissaire, la sorcière servante du diable. Or, et on voit bien, c'est les milieux réformateurs dans le christianisme qui mènent la lutte contre la sorcellerie. Et c'est les milieux réformateurs en politique, les tenants de l'absolutisme royal, qui commencent aussi par mener la lutte contre la sorcellerie. C'est donc des esprits progressistes pour l'époque. C'est des esprits éclairés. L'arsenal de l'exclusion a été mis en place au Moyen-Âge dans le combat contre les hérétiques, et on a déplacé contre les sorcières et les sorciers tout un arsenal de lois et de textes et de croyances et d'institutions, dont l'Inquisition. Mais l'Inquisition s'est peu occupée des sorcelleries. C'était surtout la magistrature civile qui en traitait. Et qui aboutit non seulement à l'exclusion, mais à la persécution. Or, ceci reprend des mécanismes de pensée qui se sont mis en place au XIIe siècle contre les hérétiques et qui sont au départ de l'Europe moderne. Cette machine à exclure est en place à la fin du XVe siècle et elle va fonctionner à haut rendement seulement entre la fin du XVIe et du XVIIe siècle à la faveur de deux facteurs, la crise ouverte de l'Église catholique déchirée par le schisme protestant et les guerres de religion, le conflit des réformes d'une part, et l'inquiétude des milieux de magistrats soucieux de défendre pour répondre à cette crise l'idéal de la monarchie absolue à laquelle les sorcières offrent la contre-figure de l'ennemi du désordre absolu, comme chez le grand juriste Jean Bodin. Alors Robert Mandrou, dans un ouvrage célèbre qui s'appelle « Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle », a montré par quel débat les magistrats royaux et finalement le Parlement de Paris ont changé complètement d'opinion sur la sorcellerie, alors qu'un certain nombre de leurs prédécesseurs en magistrature et le Parlement de Rouen, particulièrement conservateur, continuaient toujours de voir dans les sorciers et les sorcières un crime de lèse-majesté humaine et divine et un péril pour la monarchie et la société. On est passé à la position inverse qui est celle des Lumières. La sorcellerie, c'est une illusion d'imbéciles, de pauvres gens, d'ignorants, et ça ne repose sur rien. Il n'y a rien derrière ça. Et donc, c'est cette philosophie de l'illusion qui va inspirer les ordonnances libératrices de Colbert en 1670 et en 1682 qui vont en finir avec les procès de sorcellerie et le mécanisme de la persécution. La faiblesse de ce point de vue des Lumières, son bienfait évidemment, c'est d'avoir fait cesser la persécution des sorcières, mais sa faiblesse, c'est de ne pas expliquer comment les sorcières ont été construites par des processus intellectuels en ennemi public numéro un. Et de ne pas expliquer les obscurs phénomènes de mentalité qui cristallisent dans ces peurs collectives face à un danger qui est sans doute imaginaire, mais un danger imaginaire n'est jamais totalement imaginaire, puisque l'imaginaire fait aussi partie du réel.